Je suis toujours surpris de voir à quel point la librairie Tailwind divise les développeurs en 2025. Pour certains, c'est une technologie révolutionnaire, quand pour d'autres, tu ne mériterais même pas de t'appeler développeur front-end si tu l'utilises. Jamais dans l'excès. On devrait venir chez toi et te retirer ta carte de membre. Alors dans cette vidéo, je vais te partager mon avis et si possible débunker 2-3 trucs que je lis souvent sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, petit disclaimer, je vais comparer Tailwind avec CSS natif. Pas d'autres outils, ça me paraît plus simple ainsi. Et disclaimer numéro 2, j'aime bien Tailwind. Donc je suis peut-être un peu biaisé, mais je vais essayer à chaque fois de partir d'un fait et de tirer mon argumentaire à partir de celui-ci. Tu me diras ce que t'en penses, en attendant, commençons sans plus tarder avec la première affirmation commune. Tailwind est inutile suite aux évolutions du CSS. Alors je suis le premier avis des derniers ajouts de CSS, ce qui me demandait avant de passer par JavaScript, mais disponible de faire sans, et en plus de manière plus optimisée. Seulement voilà, Tailwind cherche à régler des problèmes qui n'ont absolument rien à voir. Preuve en est avec la dernière mise à jour de Tailwind, qui avait pour objectif de les intégrer pleinement. Donc pour moi, cette affirmation n'est pas vraiment fondée. Affirmation suivante, tu l'utilises parce que c'est populaire. Bon, j'aime à penser que la plupart des développeurs choisissent leurs outils en fonction de leur situation plutôt que strictement à cause de la hype. Cependant, la popularité est un avantage en soi quand on compare deux alternatives. Et ouais, t'as plus de chances de trouver des réponses détaillées sur des issues GitHub ou autres quand il y a un écosystème autour de ton outil. En soi, cette affirmation peut être vraie, en tout cas partiellement. Affirmation suivante, Tailwind surcharge le CSS. Je vais commencer par citer les principaux intéressés. Tailwind CSS est axé sur la performance et vise à produire le fichier CSS le plus petit possible en ne générant que le CSS que vous utilisez réellement dans votre projet. Cela aboutit généralement à des fichiers CSS de moins de 10 kilooctets, même pour les grands projets. Je peux attester de ce propos avec mon propre portfolio. C'est un site créatif bourré d'éléments stylisés. Et malgré leur nombre, j'obtiens un résultat final de 6 kilooctets, c'est tout. Alors maintenant je te le demande. Est-ce que dans un cas concret d'application, donc pas une to-do list, tu arriverais à faire mieux que ça? Et d'ailleurs pour que ça compte, il faudrait que ta solution soit significativement moins large, parce que sauver 3 octets on s'en fout. Le truc c'est qu'avec du CSS natif, plus ton application va évoluer, plus tu vas être amené à créer de nouvelles classes CSS et donc agrandir le bundle final. Alors qu'avec Tailwind, une fois que tu as créé ta classe une seule fois, tu peux l'utiliser pour le reste du projet, entre guillemets gratuitement. Et un truc génial c'est que tu vas automatiquement tendre vers ça sans même t'en préoccuper. Pour l'heure, et en omettant les petits projets où effectivement tu seras perdant à cause des styles par défaut de Tailwind, je considère cette affirmation comme fausse. Ça rend le HTML moins lisible. Globalement, je suis assez d'accord avec ce point, mais j'aimerais distinguer deux types d'usages différents. Le premier, ça serait lorsqu'on utilise cette librairie pour créer son propre design system. Alors là, je te le dis tout de suite, mauvaise idée. Tailwind n'est vraiment pas adapté à l'ajout conditionnel de style. Or, un design system, c'est que ça. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cet outil n'est pas adapté, mais pour n'en citer qu'une, on ne peut pas faire de string interpolation. En gros, reconstruire des noms de classes de manière dynamique. Ça a un rapport avec la purge des valeurs non utilisées sur le CSS. On a besoin d'avoir le nom complet des classes en amont. Du coup, tu vas te retrouver avec une suite de listes de noms de classes longs comme le bras à appliquer en fonction de différentes combinaisons de props possibles pour chaque composant. Et effectivement, c'est pas du tout lisible. Si tu veux en savoir plus, je te mets en description le lien d'un post qui traite de ce sujet, tu vas voir, il est super intéressant. Mais parlons maintenant d'un cas d'usage un peu plus classique de développement d'applications. Puisque les derniers frameworks se reposent sur un modèle de séparation de code par composant, c'est d'autant plus gérable. Et d'ailleurs, même pas besoin d'utiliser un framework pour avoir ça. Je veux dire, une fois que tu as une vue zoomée et délimitée sur un seul composant du projet, avoir les styles accessibles en un coup d'œil, ça peut aider à la lisibilité. Si c'est ta principale réticence face à cette librairie, j'aurais tendance à te dire, essaie une fois. Pour passer le côté nouveau, il est possible que tu sois agréablement surpris. Et surtout, si j'arrivais à te faire changer d'avis grâce à cette vidéo, tiens-moi au courant, ça serait formidable. Et donc pour conclure sur ce point, je dirais que c'est subjectif, ça tend à être vrai, mais c'est pas aussi horrible que ce qu'on veut nous faire croire. Ok, donc pour la suite de la vidéo, on va passer sur Excalibro et je vais tenter de quantifier approximativement l'impact positif et négatif des éléments qu'on a cités jusqu'à présent et d'en rajouter d'autres qui me sont en tête. Donc on aurait l'impact à la verticale, les éléments à l'horizontale, à gauche le positif et à droite le négatif. Ok, donc parmi les éléments dont on a parlé, j'ai identifié les styles visibles sur la même page, le bundle final léger. Moi qui suis assez minutieux dans la taille des livrables et les optimisations de temps de chargement, c'est encore plus important. Et pour finir en point noir, la lisibilité du code. Je précise qu'il est assez bas parce que je sépare mon code par composant. Si je codais comme à l'ancienne, c'est-à-dire toute une page d'un coup, ça serait beaucoup plus haut et potentiellement pour moi un point bloquant. Le prochain point que je voudrais mentionner, c'est que Tailwind introduit une étape de transformation du CSS en plus de nécessiter des librairies supplémentaires pour fonctionner. Par exemple, il faut une autre librairie pour merger des classes.
peut aussi rajouter une extension pour l'autocomplétion des classes Tailwind. Et il y a même une ligne de configuration Prettier pour réordonner les classes. Ordre des classes qui a un impact sur le rendu final, donc c'est vraiment important de le faire. Après, ça se fait qu'une seule fois et en début de projet, donc c'est pas la mort. Je le mettrais à ce niveau-là, un peu en dessous de la lisibilité. Ensuite, on n'a pas d'erreur sur l'IDE quand on fait une typo. Pas d'erreur IDE. En soi, se tromper sur le nom d'une classe, ça peut aussi arriver avec du CSS natif, mais comme les classes Tailwind ne représentent souvent qu'une seule propriété CSS, c'est beaucoup plus simple de ne pas s'en rendre compte. C'est quand même un truc qui m'embête un peu, donc je vais le mettre au même niveau que les styles visibles sur la même page. Et enfin, un point négatif majeur, c'est le fait de devoir imposer à son équipe une technologie dont elle n'est peut-être pas familière. Sur la plupart des technos, c'est clairement un deal breaker pour moi, et je comprendrais tout à fait que ça le soit pour toi aussi. Maintenant ici, il y a deux choses à considérer. La première, c'est que comme la librairie est très proche de CSS que tout le monde connaît, la courbe d'apprentissage n'est ici pas très violente. Je dirais même que c'est vachement intuitif à apprendre. Je crois que pour moi, au bout de 2-3 heures, j'étais déjà à l'aise et productif avec la techno. Ça vient en partie de la documentation qui est une des meilleures que je connaisse. Tu rentres juste la propriété que tu veux dans la barre de recherche et ça t'amène directement à la classe associée avec des exemples. Et la seconde à considérer, c'est qu'au vu de la popularité de Tailwind, c'est ultra probable que l'équipe tombe dessus sur un projet futur. Auquel cas, ça aurait été bénéfique d'y avoir été exposé avant. Bref, tout ça se discute en équipe et en solo, ça devrait même pas être un problème. Donc, je vais le mettre ici pour l'instant, mais je sais que dans certaines situations, ça peut rendre la techno inenvisageable. Et pour continuer sur la liste des points positifs, le plus subjectif de tous, j'ai nommé l'expérience développeur. Alors c'est simple, ne plus avoir à créer de fichiers CSS ni de nom de classe, c'est un régal. Je vais même le mettre au même point qu'imposer une techno à ses collègues. Je le mets en rayé à l'intérieur parce que c'est vraiment trop subjectif, je suppose même que certains l'auraient mis de l'autre côté. Ensuite on a le gain de temps sur la partie style de la page que j'estime à environ 40% tout de même. Hop, voilà, à peu près au même niveau. Et tout ça en gardant sensiblement le même niveau de flexibilité qu'avec du CSS. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, la standardisation des noms de classe. Alors celui-là il est huge, hein. Il fait d'ailleurs partie intégrante de la vitesse de développement et de l'expérience développeur. Mais il y a pour autant un truc qui m'échappe avec ce point. Comment ça se fait qu'il soit autant sous-estimé par les développeurs? Je veux dire, je sais que vous savez à quel point nommer ces classes de manière adéquate est un problème dans le monde du développement web. Pour autant, j'ai l'impression que beaucoup ne voient pas l'avantage ici. Sans même parler du risque de conflit entre les noms de classe qui grandit avec le projet. Et j'ai tellement vu de développeurs dire que oui, un bon CSS maison avec standardisation BEM, ça règle totalement le souci, mais c'est faux, le problème est toujours là. Après, je suis d'accord pour dire qu'il peut être partiellement combattu avec les CSS modules, comme il y a sur React par exemple, mais même là, ça introduit d'autres problèmes et comme ça dépasse le cadre de cette vidéo, je vais pas m'étendre sur le sujet. Ceci nous amène ici, je dirais. Au final, ce graphe représente assez bien ce que je pense de Tailwind et pourquoi j'y suis favorable. C'est principalement à cause de ces deux et quand je suis solo, ce point n'existe même pas. Pour l'heure, j'ai recours sur les applications où j'ai besoin d'avoir un design précis, comme depuis une maquette Figma. Et pour les autres où c'est pas le cas, je préfère utiliser une librairie de composants, ça me permet d'avancer beaucoup plus vite. Ah au fait, si tu débutes ton aventure dans le monde du développement web, j'aimerais me permettre une suggestion. N'utilise pas Tailwind tant que tu n'es pas parfaitement à l'aise avec CSS. Par là, j'entends que tu saches implémenter n'importe quel design, hors les plus techniques, sans trop de problèmes. Tu vois, ce genre d'outil reste situationnel, tandis que la technologie sous-jacente, elle, est commune à tous les projets. Essaie de rester le plus proche possible des technologies natives du web et utilise une librairie que quand tu as un problème spécifique à régler. Je tenais à le mentionner ici parce qu'un ami dans cette exacte situation m'a posé la question de s'il devait l'utiliser la semaine dernière. Pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Bref, c'est sur ça que je vais te laisser, mais avant ça, j'aimerais te demander ton avis. Est-ce que tu partages mes constats? Est-ce que tu es en désaccord et c'est ok? Ou peut-être tu as d'autres points à mentionner? Dis-moi tout ça en commentaire et n'hésite pas à me rejoindre sur mon LinkedIn, il est en bas en description. Et sur ce, salut!